Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va bien? Il y a la forme. Oui. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? Toujours sur le conflit ouvert entre l'Iran et Israël. Il faut savoir que nous sommes déjà à la 7e semaine, oui. Mais la différence, c'est que pour la première fois, on commence à voir des pays qui voudraient évidemment se positionner en tant que médiateurs. Même si, pour l'instant, aucun pays ne semble véritablement avoir les coups des franches, pour pouvoir amener les deux parties à la table des discussions. Mais on sent déjà une volonté de certains États à vouloir évidemment essayer de renouer la voie diplomatique afin de trouver une issue pacifique à cette guerre déjà déclarée entre l'Iran et Israël. D'un côté, on a la Russie. La Russie a fait savoir mercredi dernier qu'elle était disponible pour jouer le rôle de médiateur. Et surtout la Russie, elle me mêle en guerre. Oui, mais ça ne l'empêche pas d'être médiatrice. Dans la mesure où elle a la capacité de pouvoir discuter avec les deux parties. Il faut savoir que la Russie et l'Iran ont signé un accord stratégique. C'était en janvier dernier. Et la Russie a maintenu ses relations diplomatiques avec Israël en dépit du fait que la plupart des avec l'Iran ou bien Israël? Avec Israël. La Russie a des accords avec Israël? Non, la Russie a des accords stratégiques avec l'Iran, mais la Russie a aussi maintenu ses relations diplomatiques avec Israël. Il faut savoir que Israël n'applique pas les sanctions des pays occidentaux envers Israël. Donc, ça fait que, techniquement, la Russie a le potentiel pour pouvoir discuter avec les deux parties. Sauf que, évidemment, dans un premier temps, Donald Trump avait accepté l'idée que la Russie puisse être médiatrice dans ce conflit avant de se rebiffer 3 jours plus tard sous la pression de ses alliés occidentaux. Il faut savoir que les Européens ont été les premiers à se mettre vent debout contre la proposition russe en arguant le principe que on ne peut pas demander à la Russie d'être médiatrice alors qu'elle-même, elle est engluée dans un conflit en Ukraine. On ne peut pas demander à Vladimir Poutine, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, pour être les médiateurs dans un conflit alors que lui-même il est accusé de crimes de guerre. Et donc, évidemment, cette position a été acquise par Donald Trump. Et maintenant, on voit que dans un deuxième temps, il y a maintenant un deuxième groupe de négociations, il y a une deuxième porte qui veut s'ouvrir en termes de négociations, et ce sont les Européens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les ministres des Affaires étrangères allemands, français et britanniques vont rencontrer le ministre iranien des Affaires étrangères à Genève, en Suisse, pour essayer de discuter d'une voie de sortie pour évidemment ce conflit-là. Il faut savoir que les Européens veulent demander aux Iraniens de suspendre ou de revenir un peu en arrière sur leur programme nucléaire en échange d'un cessez-le-feu avec Israël. Donc pour ça, ils demandent que l'Iran fournisse plus de garanties concernant le fait qu'elle ne veuille pas enrichir l'uranium au-delà des 90% ou donc obtenir du plutonium, donc de l'uranium militaire. Et qu'elle apporte également des garanties que, pour cela, en termes de garanties, les garanties qu'ils veulent en fait, c'est qu'ils veulent que l'Iran démantèle toutes les centrifugeuses qu'elle possède et qu'en échange, on mette en place un système par lequel ce ne soit plus elle-même qui enrichisse son uranium, mais qu'elle puisse bénéficier par le biais d'un mécanisme qui ferait intervenir un pays tiers pour lui permettre d'obtenir un uranium enrichi aux alentours de 20-30%, ce qui est largement suffisant pour l'utilisation dans le cadre évidemment de nucléaire civil. Or, justement, l'Iran ne veut pas. L'Iran explique que déjà, elle est signataire du traité de non-prolifération des armes nucléaires. Donc, de ce fait-là, elle est tenue par cette convention internationale de ne pas fabriquer d'armes nucléaires. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'elle a toujours respecté, de son point de vue, elle a toujours respecté
ses engagements vis-à-vis de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, puisqu'il y a des inspecteurs qui sont en Iran et qui font régulièrement la tournée des différents sites. Il faut savoir que, en plus, elle estime qu'elle avait suffisamment fait d'efforts, et que c'est à chaque fois soit les Américains, et là maintenant ce sont les Israéliens qui viennent un peu saboter les efforts qu'elle a mis en œuvre. Il ne faut pas d'abord oublier qu'en 2015, avant de signer cet accord-là, à l'époque c'était Barack Obama qui était président des États-Unis, l'Iran avait accepté de signer un protocole additionnel, c'est-à-dire que il y avait un certain nombre de sites au départ qui étaient concernés par des inspections régulières. Et puis, on a découvert que l'Iran avait construit encore d'autres sites, notamment le site d'Ispahan, qui est beaucoup plus enfoncé sous terre et qui est situé sous une montagne constituée de granit et de fer. Et donc, l'Iran avait accepté au dernier moment que ce site d'Ispahan-là fasse partie également des sites qui soient concernés par des inspections régulières de l'AIEA. Et c'est à la suite de cela que Barack Obama avait donné son accord pour parvenir à la signature de ce premier accord-là en 2015. Puis, Donald Trump est arrivé en 2016 et en 2018, il a décidé de se retirer unilatéralement. Et donc, les Iraniens estimaient qu'ils n'étaient plus obligés de respecter des engagements qui les liaient à cet accord-là, étant donné que les Américains unilatéralement avaient décidé de s'en retirer, alors que durant 3 ans, ils avaient respecté cet accord-là entre 2015 et 2018. Et donc maintenant, pour les Européens, il s'agit officiellement, ils essaient de dire que c'est par la voie diplomatique, c'est vrai, mais je pense qu'ils veulent. Ils n'apportent pas. Tu sais, quand on fait les négociations, il faut quand même amener une vraie contrepartie. Or, les Européens n'amènent que comme seule contrepartie le cessez-le-feu. Et je ne pense pas que le cessez-le-feu puisse être suffisant pour l'Iran, étant donné les énormes dégâts causés par les Israéliens, le fait que ce soit les Israéliens qui aient été les premiers à attaquer l'Iran. Mais il y a aussi une autre menace qui est encore plus latente, c'est celle de voir l'Iran quitter le traité de non-prolifération. Il faut savoir que l'Iran, une partie de la classe politique iranienne commence à dire qu'elle en a assez du fait que, en dépit des efforts qu'ils ont, de leur point de vue, consentis en acceptant les inspections de l'AIEA, en acceptant de se conformer à toutes sortes de garanties ou à toutes sortes de conditions qui leur ont été imposées au niveau de l'AIEA, et qu'apparemment cela ne semble pas suffire, puisqu'en 2018, ça n'a pas empêché les Américains de se retirer de l'accord. Et puis, en dépit du fait qu'ils avaient, ça faisait 2 mois qu'ils étaient en négociation directe avec les Américains, justement pour parvenir à un second accord concernant cette affaire du nucléaire iranien, que patatras, alors qu'il s'apprêtait quasiment à conclure dimanche dernier, que l'Israël décide unilatéralement de s'attaquer à l'Iran et de détruire ces sites nucléaires. Donc on voit bien que les Iraniens sont de plus en plus exacerbés par cette attitude-là des Occidentaux, d'autant plus qu'eux, ils ne comprennent pas l'espèce de 2 poids 2 mesures que l'on veut leur appliquer, puisque par exemple on a des pays qui ne sont pas signataires du traité de non-prolifération et qui ont quand même obtenu l'arme nucléaire et pour lesquels on ne leur demande même pas, on ne leur exige pas toutes sortes de contrôles, toutes sortes de conditions, on ne leur impose pas des sanctions. Le cas intéressant est celui de l'Inde et du Pakistan. Ces 2 pays-là détiennent l'arme atomique, ces 2 pays-là ne sont pas signataires du traité de non-prolifération et pourtant ni l'AIEA ni les pays occidentaux n'imposent à l'Inde et au Pakistan toute une série de contrôles, toute une série d'inspections ou ne font l'objet d'une quelconque sanction économique de la part des pays occidentaux et des États-Unis en tête. Donc, pour eux, c'est ce 2 poids 2 mesures, et d'autant plus qu'Israël aussi, qui n'est pas signataire du traité de non-prolifération, dispose de l'arme atomique, même si officiellement elle a toujours renié. On sait déjà que les rapports de la CIA qui avaient fuité, notamment lors du scandale Wikileaks, avaient révélé qu'Israël devrait disposer entre 150 et 200 têtes nucléaires. Donc, c'est une réalité. On sait qu'Israël dispose de l'arme nucléaire et pourtant, Israël est le premier, soutenu en cela par ses alliés occidentaux, ne veulent pas que l'Iran puisse disposer de l'arme atomique. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas de l'établissement de ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur, l'équilibre par la dissuasion. C'est-à-dire que si l'Iran se dote de l'arme nucléaire, c'est le moyen
pour elle de s'assurer que jamais elle ne pourra être attaquée. Et c'est exactement ce discours-là, cette position, elle voudrait, même si officiellement l'Iran dit qu'elle ne veut pas acquérir l'arme nucléaire, mais pour les Israéliens, le fait que l'Iran se soit doté de capacités d'enrichissement d'uranium, c'est la preuve pour elle qu'elle veut parvenir à fabriquer du plutonium pour détenir elle aussi l'arme atomique afin de mettre en place un rideau de dissuasion pour permettre à son régime de se pérenniser ad vitam aeternam. Ce régime qui est honni notamment par les démocraties occidentales. Donc c'est un peu cette vision-là que les Occidentaux ont. Et on voit bien qu'en réalité aussi, Benjamin Netanyahu n'a pas seulement attaqué l'Iran pour empêcher que ces négociations-là entre l'Iran et les États-Unis aboutissent à leur terme, mais il y a aussi des politiques intérieures qui font qu'il ne faut pas oublier que dimanche dernier, il devait s'ouvrir une conférence à Paris, une conférence à New York, co-présidée par l'Arabie Saoudite et la France, au cours de laquelle, probablement, un certain nombre de pays occidentaux auraient appelé à reconnaître l'État palestinien. Et donc, à la fois pour court-circuiter ces discussions-là entre Iraniens et Américains et pour court-circuiter l'organisation de cette conférence qui aurait amené certains pays soutiens d'Israël à enfin reconnaître un État palestinien. Il faut savoir que sur les 191 États qui font partie du système des Nations Unies, il y a 147 qui ont déjà reconnu l'existence d'un État palestinien. Donc, il devait s'ajouter encore d'autres pays. Et donc, pour Israël, c'était quelque chose qui était totalement inacceptable. C'est dans ce contexte-là que les Occidentaux, comme je l'ai dit, qu'il y a une volonté enfin au bout de 4-5 jours, de voir des pays, des États essayer de proposer leur médiation. Mais pour l'instant, évidemment, rien ne semble montrer que l'on pourrait parvenir déjà à mener les deux parties à la table des négociations. Pourquoi ? Parce que la médiation russe est refusée maintenant par les Américains et les Américains sont un acteur incontournable du conflit. Il faut savoir que Donald Trump a envoyé des soutiens, a envoyé 3 porte-avions et un certain nombre de navires au large des côtes israéliennes sur la mer Méditerranée pour peut-être intervenir. On dit peut-être parce que Donald Trump a dit qu'il se donnait encore 15 jours pour savoir si oui ou non il devrait directement entrer en conflit. La raison est qu'en réalité, il voit bien que Israël, dans la durée, pourrait être en difficulté. Israël ne peut pas se battre contre l'Iran tout seul. Et Israël peut le faire, peut infliger d'énormes dégâts à l'Iran, mais ça, c'est sur un laps de temps particulièrement court. Il y a un certain nombre de rapports qui ont déjà pu être mis en évidence et qui démontrent que la capacité réelle d'Israël à pouvoir supporter une guerre de haute intensité face à l'Iran ne peut pas excéder 15 jours. C'est entre 12 et 15 jours. Passé ce délai, Israël sera soit essoufflé, soit devra absolument avoir besoin du soutien des Américains pour pouvoir continuer le conflit. Et donc, l'objectif pour Israël est soit d'essayer de détruire au maximum l'Iran, soit de l'affaiblir au maximum pour peut-être espérer qu'il y ait un changement de régime à l'intérieur. Et ça, c'est la raison pour laquelle ils intensifient les bombardements sur l'Iran. Or, dans le même temps, on voit bien que l'Iran a une véritable capacité de riposte et l'Iran parvient, grâce à ses missiles hypersoniques, à percer le célèbre dôme de fer que l'on disait un système quasiment infaillible de protection d'attaque de missiles. On voit bien que le dôme de fer est totalement dépassé par l'utilisation de missiles hypersoniques que même les Américains ni leurs alliés occidentaux ne possèdent. Donc on voit bien que dans la durée, et on estime que les Iraniens auraient à peu près 3000 missiles, dont 1000 hypersoniques. Donc on voit très bien que pour les Israéliens, ils essaient de détruire un maximum de sites dans lesquels seraient stockés ces missiles-là pour essayer d'atténuer la capacité de nuisance des Iraniens. Mais évidemment, c'est très compliqué puisque l'on voit que jusqu'à présent, l'Iran continue de bombarder Israël. Et aujourd'hui, on a à peu près un peu plus d'une vingtaine de blessés et plus de une vingtaine de victimes, personnes décédées et plus de 500 blessés. Et donc, on voit que les Américains sont aussi embêtés parce que il faut aussi savoir que sur le plan intérieur,
il y a une base électorale qui a soutenu Donald Trump, qui est la base MAGA. Eux, ils ne veulent absolument pas d'un nouveau conflit, puisque c'est aussi l'une des promesses de la campagne de Donald Trump. C'est-à-dire, il a dit aux Américains, moi, si vous m'élisez, il n'y aura pas de nouvelle guerre. Joe Biden est venu, il vous a entraîné en Ukraine. Moi, si j'arrive, je vais non seulement mettre un terme à la guerre en Ukraine, mais je ne vais pas aussi vous entraîner dans de nouveaux conflits. Or, on voit bien là qu'en attaquant de manière unilatérale l'Iran, sans au préalable avoir eu l'autorisation des Américains, Benjamin Netanyahu vient mettre Donald Trump dans un état de fait accompli qui fait qu'aujourd'hui, il est presque pris au piège entre les néoconservateurs d'un côté qui veulent qu'il intervienne en Iran et les MAGA qui ne veulent absolument pas d'une intervention américaine parce qu'ils estiment qu'après les expériences irakiennes et les expériences libyennes, une nouvelle expérience militaire dans cette région-là ne ferait que accentuer le chaos qui est déjà quand même un chaos qui est déjà assez important. Et donc les Européens essayent maintenant aujourd'hui, vont tenter de négocier, mais il faut savoir que ce sont des poids-plumes dans la région et surtout leurs intérêts ne pèsent pas aux yeux des Iraniens et aux yeux des Israéliens, d'autant plus que en termes d'influence dans la région, leur influence est totalement infime comparée à l'influence américaine. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale, c'était pour l'actualité internationale. On reste toujours concentré sur ce qui se passe au Moyen-Orient. On repart en musique. On va, avant de retrouver René Ruth déjà avec nous dans le studio des 104.5. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.